Bonjour, voici la deuxième partie du cours sur le milieu intérieur. Nous aborderons ici les fonctions du milieu intérieur, déjà un peu évoquées lors du premier diaporama, ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du milieu intérieur, comparativement au liquide intracellulaire. Tout d'abord, grand 3, reprenons les fonctions du milieu intérieur. Premièrement, nous avons déjà vu que le milieu intérieur sert de relais entre les cellules profondes de l'organisme et le milieu extérieur. C'est surtout le compartiment sanguin qui assure cette fonction. Il transporte les nutriments et gaz respiratoires du milieu extérieur vers les cellules. Il assure également l'excrétion des déchets des cellules vers le milieu extérieur grâce aux organes d'excrétion, notamment le rein formant l'urine et les poumons éliminant le CO2. Nous avons déjà beaucoup évoqué ce point, je n'insiste donc pas. Deuxièmement, le milieu intérieur atténue les variations du milieu extérieur dans l'environnement immédiat des cellules. Donnons quelques petites explications, ne notez pas pour le moment. Nous avons déjà parlé du concept de fixité du milieu intérieur dans le premier diaporama, concept qui a été développé par Claude Bernard et qui constitue une condition essentielle d'une vie libre et indépendante des organismes. En effet, les paramètres du sang et de la lymphe sont maintenus dans des gammes étroites de valeurs optimales, ce qui maintient un environnement stable autour des cellules, et ce, même si ces paramètres varient beaucoup dans le milieu extérieur de l'organisme. Prenez par exemple le cas d'un poisson. Son milieu extérieur, le milieu aquatique, peut subir de fortes variations en concentration en dioxygène, notamment avec une raréfaction en profondeur du dioxygène. Cependant, si l'on mesure la concentration en dioxygène dans son sang, celle-ci est maintenue relativement stable autour d'une valeur optimale, grâce notamment à des processus de régulation mettant en jeu les hormones et le système nerveux. Autrement dit, vous pouvez bien noter cette définition, l'homéostasie est la capacité d'un organisme à maintenir constants les paramètres du milieu intérieur en dépit des variations issues de l'environnement. Alors ce terme a initialement été pressenti par Claude Bernard, mais il a été inventé par Walter Cannon, un physiologiste américain, professeur à la Harvard Medical School. Alors, des exemples typiques d'homéostasie sont la température d'un corps d'un animal homéotherme. Par exemple, notre corps a une température constante de 37 degrés. Le taux de sucre dans le sang est également maintenu constant, autour de 0,8 g par litre. La concentration en ions et en gaz est également constante pour les différents gaz et les différents ions. La pression artérielle doit être également maintenue constante. Vous connaissez tous les problèmes liés à l'hypertension. Ainsi, grâce à ce phénomène d'homéostasie, le milieu intérieur atténue les variations des paramètres extérieurs, ce qui garantit un environnement stable pour les cellules. Troisièmement, cette fonction n'a pas encore été évoquée. Le milieu intérieur permet d'assurer la solvatation des molécules qui sont transportées. En effet, le solvant du milieu intérieur est l'eau. Cette eau favorise le transfert de matière, les gaz, les nutriments, les déchets, sous forme de solutés, qui sont donc généralement solubles dans l'eau. Elle sert donc de milieu de transport et de dissolution, solvatation entre les échangeurs et les cellules de l'organisme. Alors, que signifie solvatation ? La solvatation, c'est un phénomène physico-chimique qui est observé lors de la dissolution d'un composé chimique dans un solvant. Lorsqu'on introduit une espèce chimique, par exemple du NaCl, à l'état solide ou à l'état liquide, les ions ou les molécules de l'espèce chimique, à savoir le Na+, et le Cl-, vont se disperser dans la solution et vont interagir avec les molécules de solvant. Et cette interaction s'appelle la solvatation. Donc les ions Na+, et Cl- sont entourés, sont solvatés par des molécules d'eau. Ceci permet donc leur transport par la suite. Par ailleurs, l'eau va permettre également, au-delà du transport des molécules, de maintenir la structure active de certaines molécules organiques, comme par exemple les protéines. Rappelez-vous de vos cours de lycée. Donc, les protéines sont des assemblages d'acides aminés qui vont prendre une forme spécifique dans l'espace, et cette forme, c'est ce qu'on appelle la structure tridimensionnelle. Ce repliement est essentiel pour le fonctionnement de la protéine. Par exemple, les enzymes, ce sont des protéines qui accélèrent les vitesses de réaction. Pensez aux enzymes digestives qui facilitent la dégradation des aliments. Elles ne fonctionnent que si leur repliement en 3 dimensions est correct pour former un site actif qui est complémentaire
du substrat, c'est-à-dire de la molécule qu'elles vont transformer. Ce repliement est notamment permis par des interactions avec les molécules d'eau. Et d'autres molécules organiques, comme les lipides, s'organisent dans l'espace en réponse avec des interactions avec les molécules d'eau. Quatrièmement, nous allons voir dans la partie suivante que les liques et les lecs, donc le liquide intracellulaire et le liquide extracellulaire du milieu intérieur, n'ont pas la même composition chimique. Le sang n'a pas la même composition que le cytoplasme des cellules. De même, la lymphe interstitielle n'a pas la même composition que le cytoplasme des cellules. Ainsi, de part et d'autre de la membrane plasmique, on trouve deux milieux de composition chimique très différents. Ceci est à l'origine de l'apparition d'une différence de potentiel électrique appelée potentiel de membrane électrique. Je vais faire appel à vos connaissances de lycée. Vous avez appris qu'il existe un potentiel de membrane d'environ moins 70 mV de part et d'autre de la membrane plasmique de l'axone, lorsque celui-ci est au repos. Ce potentiel peut être enregistré en mesurant grâce à deux électrodes et un oscilloscope les différences de potentiel électrique de part et d'autre de la membrane. Pour cela, une électrode est introduite dans le milieu intracellulaire sous la membrane et une autre électrode est introduite dans le milieu extracellulaire sur la membrane. Les deux électrodes sont ensuite reliées à un oscilloscope. Au niveau de l'axone du neurone, l'oscilloscope affiche une valeur constante de moins 70 mV. Ceci provient de cette différence de composition ionique entre le lique et le lec. Par contre, lorsque le neurone est excité, ce potentiel varie. Le neurone émet alors un potentiel d'action, en simplifiant. Nous irons beaucoup plus dans le détail sur ce point dans le thème 2. Résumons donc cette diapositive en insistant sur le fait que cette différence de composition chimique entre les lecs et le lique est essentielle pour l'activité du système nerveux de l'organisme. Nous pouvons donc nous demander quelles sont les compositions chimiques du milieu intérieur et du milieu intracellulaire. En quoi diffèrent-elles? C'est ce que nous allons aborder dans cette partie 4. Tout d'abord, voyons quelle masse représentent les compartiments liquidiens, liques et lecs confondus, dans le corps humain. Sur ce tableau, vous pouvez lire la masse d'eau en pourcentage de masse corporelle chez des individus de différents âges, soit masculin, H pour homme, soit féminin, petit f. 50% signifie qu'un individu de 50 kg contient 25 kg d'eau. Vous pouvez constater que l'eau, intracellulaire et extracellulaire, représente entre 45 et 75% de la masse du corps. Le pourcentage d'eau totale dépend du sexe. Le pourcentage chez la femme est inférieur au pourcentage d'eau chez l'homme. Ceci est notamment lié au fait que les femmes possèdent plus de masse graisseuse, ce qui est lié à la fonction de reproduction. Le taux d'adiposité influence donc le pourcentage d'eau dans le corps. Le pourcentage d'eau totale dépend également de l'âge. Les fœtus sont plus riches en eau que les personnes âgées. La teneur en eau corporelle diminue avec l'âge en raison de la perte de masse corporelle maigre, donc les muscles, et de l'augmentation de la proportion de tissus adipeux, qui sont pauvres en eau, dans le corps. Suite à ce phénomène, les pertes en eau du corps, y compris les plus légères, peuvent engendrer des signes et symptômes de déshydratation, d'où l'importance de surveiller les personnes âgées en période de canicule. Enfin, au sein de l'organisme, on note également une inégale répartition de l'eau entre les tissus. Certains tissus sont particulièrement pauvres en eau, comme le tissu adipeux, alors que d'autres sont beaucoup plus riches, comme le tissu musculaire. Distinguons désormais l'eau contenue dans les liques et l'eau contenue dans le milieu intérieur, extracellulaire, les lecs. Regardez bien ce document qui représente de manière de plus en plus détaillée de haut en bas la répartition hydrique chez un homme de 70 kg. Nous allons prendre qu'en moyenne, l'organisme contient 60% d'eau en masse, même si cela dépend de l'âge et du sexe, et la matière sèche représente donc seulement 40% de la masse du corps. Sur ces 60% d'eau, la majorité de l'eau, à savoir les 2/3, est contenue dans le milieu intracellulaire. Autrement dit, les cytoplasmes de l'ensemble des cellules de l'organisme représentent 40% de la masse de l'organisme. Les liquides du milieu intérieur, de la lymphe et du sang, ensemble, ne représentent qu'un tiers de l'eau corporelle, soit 20% de la masse du corps. Et sur ces 20%,
Les 3/4 de l'eau du milieu intérieur se trouvent dans la lymphe endiguée et interstitielle, alors que le quart de l'eau du milieu intérieur restant se trouve dans le sang. Nous pouvons donc résumer les observations ainsi. Les legs représentent 20% de la masse corporelle et les liques 40%, soit au total legs et liques 60%. Mais cela dépend de l'âge et du sexe comme nous l'avons vu précédemment. Au sein des legs, le plasma représente 1/4 du volume et la lymphe 3/4 du volume. Chez l'homme, en utilisant une unité de volume, cela représente environ 3 litres de plasma, donc 5 litres de sang avec les cellules, et 11 litres de lymphe. Vous pouvez donc retenir l'ordre décroissant, lique, lymphe, sang, concernant la quantité d'eau contenue dans ces différents compartiments. Nous allons donc désormais comparer la composition chimique des liques et des legs. Dans les tableaux suivants, les unités utilisées seront les millimoles par litre, permettant de quantifier les concentrations molaires des composants. Alors la concentration molaire, elle s'applique à un édifice chimique avant sa dissociation dans l'eau. Par exemple, pour l'édifice ionique NaCl, avant sa dissociation en Na+ et Cl-, ou pour le MgCl2, avant sa dissociation en Mg2+ et Cl-. Elle peut également s'appliquer aux molécules qui ne se dissocient pas, comme les molécules organiques, et aux ions, une fois qu'ils sont dissociés. Alors la concentration molaire, tout simplement, désigne le nombre de molécules de l'espèce chimique en mol par unité de volume. Alors ce nombre étant très élevé, les chimistes ont inventé la mole. La mole correspond, en simplifiant, à des paquets de molécules, de 10 puissance 23 molécules. Ainsi, si vous avez une solution à 3 moles par litre de MgCl2, cela veut dire qu'il y a 3 moles de MgCl2 dans 1 litre de solution, soit 3 fois 6 10 puissance 23 molécules, donc au total 18 10 puissance 23 molécules de MgCl2 dans 1 litre avant la dissociation du MgCl2. Il faut donc juste que vous gardiez l'idée que la mole est tout simplement un nombre de molécules, indépendamment de la masse de la molécule. On compte le nombre de molécules dans 1 litre de solution. Et comme ce nombre est très important, on est obligé d'utiliser la mole pour faire des paquets de 6 10 puissance 23 molécules. Et en ce qui concerne les édifices ioniques, ce nombre est utilisé donc avant leur dissociation. Ceci sera important pour la partie 5 qui sera dans le 3e diaporama. Donc voici un tableau comparant la composition de la lymphe et du plasma, donc qui correspond au sang sans les cellules. Donc ici, nous n'étudierons que les legs. Donc ici, nous n'étudierons pour l'instant que les legs. Il indique la composition ionique et chimique en millimoles par litre de différents ions et de différentes molécules. Alors vous pouvez constater que la composition chimique de la lymphe et du sang est relativement proche. La lymphe et le sang ne diffèrent en fait qu'au niveau des protéines. Celles-ci sont plus abondantes dans le sang et le plasma comparativement à la lymphe. En effet, rappelez-vous que le sang et la lymphe se mélangent au niveau de la veine subclavière. L'eau qui sort des vaisseaux sanguins au niveau des tissus est ramenée dans le sang par la lymphe endiguée au niveau de cette veine. Alors cependant, au niveau des tissus, la paroi des vaisseaux sanguins reste peu poreuse aux protéines qui restent donc dans le sang et ne peuvent pas rejoindre la lymphe. Les protéines sont donc peu présentes hors des vaisseaux sanguins, dans la lymphe interstitielle et la lymphe endiguée. La paroi des vaisseaux sanguins exerce une filtration pour les protéines. Les ions passent plus librement, ce qui explique une composition chimique proche entre sang et lymphe pour ces différents composants. Alors on constate que dans la lymphe et le sang, les ions dominants sont les ions Na+ et Cl-. Ce sont notamment ces ions qui servent à constituer les solutions physiologiques médicales. En médecine, la solution physiologique a plusieurs fonctionnalités. Vous l'avez peut-être déjà utilisée pour nettoyer les yeux lors d'infections oculaires. Elle est également utilisée comme solution pour réhydrater les patients victimes de déshydratation. Alors dans le sang et la lymphe, on trouve également beaucoup d'ions hydrogénocarbonate, HCO3-, qui participent à la régulation du pH du sang et de la lymphe. Et d'autres molécules non détaillées ici vont circuler dans la lymphe et le sang, notamment des molécules organiques comme les lipides, les glucides, l'urée, qui est un déchet cellulaire des protéines, et la créatine, qui est une molécule énergétique utilisée dans le métabolisme du muscle.
Un petit calcul non réalisé sur cette diapositive montrerait que le sang et la lymphe sont également électroneutres. Ainsi, la concentration de charge portée par les anions est égale à la concentration de charge portée par les cations ou d'autres molécules chargées positivement. Alors rappelons que les anions sont les molécules chargées négativement et les cations les ions chargés positivement. Pour ce calcul, il faut prendre en compte la charge portée par la molécule. Ainsi, un ion Ca2+ apporte 2 fois plus de charge qu'un ion Na+ dans la solution. Et donc si on prend en compte la concentration de chaque ion et la charge portée par chaque ion, on constate qu'il y a autant de charges positives portées par les cations que de charges négatives portées par les anions. Il y a donc une neutralité électrique, d'où le terme électroneutralité. Nous n'irons pas plus dans le détail ici, un petit exercice vous sera proposé en travail dirigé pour ceux qui souhaitent creuser un peu plus cette notion. Comparons maintenant la composition des LEC avec celle des LIC, donc la composition des cytoplasmes. Les LIC et les LEC n'ont pas du tout la même composition chimique. Vous pouvez constater que les ions dominants dans le cytoplasme ne sont pas le Na+ et le Cl-. Il s'agit essentiellement des ions K+, des ions Mg2+, ainsi que des anions phosphates. Les anions phosphates participent notamment à la régulation du pH intracellulaire. Ainsi, tous les ions ne sont pas à l'équilibre de part et d'autre de la membrane. Ils n'ont pas la même concentration dans les LIC et les LEC, ce qui est responsable donc de l'apparition d'une différence de potentiel électrique. Et les ions vont donc subir des transports à travers la membrane afin de rétablir un équilibre de leur concentration de chaque côté de la membrane. À terme, on peut donc s'attendre à ce que les LIC et les LEC aient la même composition chimique. Et pourtant, cette composition chimique différente entre les LIC et les LEC reste stable. Alors comment peut-on expliquer ce phénomène? Prenons l'exemple de la différence de concentration des ions Na+ et K+ de part et d'autre de la membrane. Les ions Na+ sont plus concentrés dans le milieu extracellulaire, alors que les ions K+ sont plus concentrés dans le milieu intracellulaire. Comment cette différence de concentration est-elle maintenue? Elle est maintenue par une protéine qui se trouve sur la membrane de toutes les cellules, qui s'appelle la pompe Na+K+ATPase. Cette protéine va utiliser l'énergie de la cellule sous forme d'ATP, donc l'adénosine triphosphate, pour expulser en permanence le Na+ hors de la cellule, dans les LEC, et en échange faire rentrer du K+ à l'intérieur de la cellule, donc dans les LIC. En effet, le Na+ a tendance naturellement à rentrer à l'intérieur de la cellule, puisqu'il est plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur. À terme, il cherche à atteindre un équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane. Ce transport est contrebalancé par l'activité de la pompe NaK qui va expulser le Na+ à l'extérieur de la cellule. C'est le phénomène inverse pour les ions K+. Le K+ est plus concentré à l'intérieur de la cellule. Il a donc tendance naturellement à sortir de la cellule afin d'atteindre un équilibre. Et ce transport est donc contrebalancé par l'activité de la pompe NaK qui va récupérer le K+ qui était sorti de la cellule pour le ramener à l'intérieur de la cellule. Finalement, de manière un peu philosophique, on peut donc dire que la cellule est donc en permanence en déséquilibre ionique. Et ce déséquilibre est maintenu par des protéines situées dans la membrane plasmique. D'autres protéines contrôlent les répartitions des autres ions comme le calcium, le chlore. La vie cellulaire repose donc sur un état de déséquilibre. Si l'équilibre était atteint, l'organisme ne pourrait pas réaliser ses fonctions vitales. Autrement dit, l'équilibre c'est la mort et le déséquilibre c'est la vie. Alors d'après ce tableau, vous constatez aussi que les répartitions ioniques ne sont pas les seules différences entre LIC et LEC. Vous pouvez voir que les LIC contiennent beaucoup plus de protéines. Les protéines sont notamment synthétisées dans le cytoplasme des cellules et y jouent des rôles structuraux, métaboliques. Elles participent à l'expression génétique au sein de la cellule. Je vous renvoie au TD de soutien que nous avons fait sur les molécules pour cette notion. Enfin, un petit calcul montrerait que les LIC sont également électroneutres comme les LEC. Ils ne sont pas chargés. Si on prend en compte la concentration de chaque ion des LIC et la charge portée par chaque ion dans ces cytoplasmes, on constate qu'il y a autant de charges positives portées par les cations que de charges négatives portées par les anions. Il y a donc électroneutralité.
Pour conclure cette partie, je vous invite à apprendre le petit schéma bilan suivant, en bas de la diapositive, résumant les caractéristiques physiques, à savoir les volumes, et chimiques, à savoir les compositions en molécules et en ions dominants, des liques et des lecs. Réalisez également les exercices des diapositives suivantes pour tester votre niveau de compréhension et de mémorisation. Alors, c'est la fin de ce deuxième diaporama. La dernière partie portera sur les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire et les lois les régissant. Elle sera abordée dans un dernier et troisième diaporama. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.